essayer de voilà, parler de mon travail. Donc je m'appelle Thomas Sillard. Par où commencer? Donc voilà, je parlais un petit peu de moi pour en venir peut-être à ce que j'essaye de faire. Donc au départ je fais du son. Donc j'ai fait beaucoup de sons pour le théâtre et pour la télévision, etc. Et en fait comment prendre par quel bout? Ouais, je vais essayer de partir de... comment je suis venu là en fait, qu'est-ce que je fais? Non, en fait, je crée des installations qui sont des installations sonores, visuelles et cinétiques, c'est-à-dire dans lesquelles il y a du mouvement, il y a du son, de la lumière, de la vidéo. Et en fait, j'essaye de créer des univers qui ne sont pas forcément mon univers, parce que je ne suis pas sûr d'en avoir un, justement, c'est ce que je crois que j'essaye de chercher. Mais en tout cas, d'en créer un qui puisse, en tout cas, parler aux personnes qui vont pénétrer dans cet univers. Pénétrer par le son, par les yeux, et aussi par l'espace. Bon, en fait, c'est assez vaste. Pour le moment, je suis en train de chercher mon écriture. Donc je m'appuie beaucoup sur de la technologie. Bien sûr, son, vidéo, mécanique, moteur, etc. Voilà, chaque installation est une sorte de concept que j'essaye d'instaurer. Je pars d'une idée pour arriver à quelque chose d'autonome. Et donc qui peut être regardé par le spectateur, mais aussi j'essaye de plus en plus d'intégrer le spectateur ou l'auditeur dans l'œuvre, entre guillemets, enfin si c'est une œuvre, je sais pas, mais dans cette espèce d'objet, que le spectateur puisse ressentir les choses au plus près. Enfin bon, en même temps... Enfin, parce que je suis parti là-dedans, quoi, mais... ouais, mais j'ai pas de généralité, en fait, pour le moment, j'ai l'impression d'être encore à l'école, quoi, de faire mes gammes, de chercher mon langage, donc voilà, je mélange du son, de la vidéo, des mécanismes, et j'essaie de trouver une alchimie avec ça, de choses que je connais pas, qui produiraient, qui déclencheraient une réaction. Comme en chimie, on mélange des éléments et ça crée quelque chose, ça crée une couleur, ça crée une fumée, ça crée une explosion. Et avec prétention, non, sans prétention, j'essaye en mélangeant moi ces différentes choses, ces différents médias, langage, code, j'espère arriver à déclencher une réaction. Chez les gens, tant mieux, si j'arrive à le faire chez les gens qui le regardent. En tout cas, chez moi. Et c'est un peu de la bidouille, en fait. C'est très empirique. C'est un peu... si je commence à expliquer les choses qu'on regarde, comment c'est un peu de la tautologie. Enfin, c'est-à-dire que ça peut paraître un peu bête,
Mais, mais en fait, j'y crois vraiment. J'essaye vraiment de trouver, avec ces choses bêtes, triviales, qui jouent les unes avec les autres, vraiment à essayer de me dire que ces choses-là vont produire un effet. Et dans le souci de produire quelque chose qui n'existe pas, mais en même temps c'est complètement absurde. Tout a été inventé, toutes les portes ont été ouvertes, et je fais que reproduire des choses qui ont été faites, mais je ne sais pas forcément qu'elles ont été faites, et tant mieux, je préfère ne pas le savoir, et découvrir par moi-même ces choses-là. Mais voilà, c'est un peu ma démarche. Donc en fait, alors, parler précisément des choses, je sais pas, par exemple, un projet que j'ai fait ici, Icar, mais qui est pour l'instant mon plus gros projet, Icar in situ. Donc je parle de l'histoire d'Icar. Et en fait, au départ, j'avais créé une installation qui s'appelait Synesthésie. Donc c'était entre une installation et une performance, mais plutôt une performance, c'est-à-dire j'essayais de trouver encore une histoire de langage. La synesthésie, c'est la confusion des sens. C'est-à-dire on entend une couleur, on voit un son, et donc il y a plusieurs artistes qui se sont interrogés là-dessus au début du siècle dernier. Et ils ont essayé de trouver des théories, donc ils ont beaucoup cherché autour de tout ça. Et moi j'avais déjà, comme ça, sans connaître leurs travaux, pensé à ces choses-là. Et après j'ai appris qu'il y avait énormément d'artistes, beaucoup de courants dans les surréalistes, les futuristes, etc., qui travaillaient là-dessus. Et moi je me suis dit, aujourd'hui, voilà, avec les outils qu'on a, on peut facilement faire ce que eux essayaient de faire avec des moyens empiriques, avec de la pellicule, avec des vitraux, des lumières, mais enfin c'était des mécanismes hyper complexes qu'aujourd'hui nous on peut avoir très facilement sous la main à moindre frais, juste avec un peu de programmation et de bidouilles à mettre en place. Et j'imagine que ces gens-là auraient été extrêmement heureux de vivre à notre époque. Donc voilà, moi j'ai un peu essayé de m'inspirer de leurs travaux en essayant de mélanger tout ça. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me répéter plusieurs fois. Donc donc je suis parti de synesthésie, voilà, c'est pour dire que voilà, j'ai essayé de partir de quelque chose d'assez général pour chercher un peu ce que je voulais raconter, mais surtout comment je voulais le raconter. Pour le moment, je crois que je suis un peu à ce carrefour-là de j'aimerais raconter un truc, mais pour le moment, je ne sais pas encore comment le raconter. Donc voilà, je me fais mes armes, j'apprends mes écritures. Donc voilà, ça c'était avec Synesthésis. Ensuite, le projet Icar que j'ai fait ici, j'ai utilisé bien sûr parce que j'avais réussi à apprendre de ce projet-là, synesthésie, mais en mettant du sens ce coup-ci dans ce projet. Parce que j'avais besoin que quelque part, que le pourquoi de mon travail ait un sens, que ça ne soit pas seulement musical ou visuel, que je puisse donner des pistes aux gens qui vont recevoir cette chose-là, parce que cette chose-là, je la fais au départ pour moi, bien sûr, mais surtout pour que ça atteigne des gens, que les gens le reçoivent. Et donc je me suis dit, bah voilà, j'ai longtemps j'ai cherché qu'est-ce qui, sans que ça soit quelque chose de trop simple, dire voilà,
je sais pas, enfin, des thèmes bateau, l'amour, la guerre, etc. Enfin, bien sûr, c'est hyper important, mais j'ai essayé de quelque chose, de trouver un thème qui me corresponde vraiment, qui soit suffisamment éloigné de moi et de notre époque, et pour, pour toucher en fait à l'universalité entre guillemets. Donc je suis tombé sur Icare, ce personnage mythique. Et en fait, à travailler sur Icare, je me suis rendu compte que c'était évident, enfin pour moi. Ça me parle par rapport à je sais pas, mon enfance, mon adolescence, le vol. Je me souviens quand j'étais ado avec des copains dans un champ, on avait essayé de se construire une, une aile, enfin on avait pris des tasseaux et avec de la bâche qu'on avait clouée sur ces tasseaux, on avait essayé de, voilà, de courir dans le champ et puis essayer de s'envoler. Bien sûr ça n'avait jamais fonctionné, mais voilà cette envie de voler et de faire quelque chose qui n'est pas possible, qui semble très simple. En regardant les oiseaux, ils n'ont aucun mal à voler. Pourquoi pas nous? Et voilà, à ce moment-là, tout était possible. Et ça, c'est une des raisons, mais qui rejoint aussi l'utopie. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre aussi, cette chose-là, l'utopie, le rêve, le dépassement de soi, l'acharnement. Et je crois avoir trouvé dans cette figure tout ça. Et donc voilà, donc ce thème-là, Icare, donc j'ai essayé de raconter son histoire, qui est très simple. Enfin, pour moi, je l'ai découpé en 3 tableaux. Le labyrinthe, quand il est enfermé avec son père dans le labyrinthe, son père Dédale, qui a lui-même construit ce labyrinthe. Et donc ils n'ont qu'une seule issue, c'est la voie des airs, vu que voilà, c'est un labyrinthe tellement génial que le constructeur lui-même ne peut en sortir de ce labyrinthe. Et donc, grâce à des plumes qui se collent sur le dos, ils arrivent à s'envoler. Donc ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est le vol. Donc voilà, ils sont en vol et ils volent. Donc voilà, c'est le vol. Et le troisième, c'est la chute. Parce qu'après le vol, Icare s'approche trop près du soleil, malgré les conseils de son père, et il se brûle les ailes et il tombe. Et donc en fait, j'ai essayé de traduire cette histoire par des installations sonores, visuelles, plastiques, en mouvement. Et dans ces 3 installations, j'ai eu envie que le public suive cette histoire d'Icare au plus près, soit dans son mouvement, soit dans l'installation, dans cet univers. Et donc dans la première, il est dans le champ qui est juste à côté, dans des tubes en aluminium qui sont suspendus, et donc cette installation elle fonctionne de jour comme de nuit. Donc c'est une déambulation avec les spectateurs, mais aussi à un moment donné ça devient un spectacle entre guillemets, c'est-à-dire que moi je m'empare de la chose et j'en joue. Et donc les gens sont là, redeviennent spectateurs et assistent à, comment on peut appeler ça, un concert, une démonstration, une performance, un son et lumière, enfin ce qu'on veut. En tout cas, ils assistent à un moment, à quelque chose. Et je crois qu'en fait, ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai besoin de ces 2 dimensions.
une dimension de contemplation pour le spectateur, donc qui est là, qui regarde la chose se faire, et la chose en fait qui est dans un mouvement et dans un temps. C'est pas juste un tableau. Enfin, c'est bête de dire juste, parce qu'un tableau, c'est pas juste un tableau. Mais enfin, c'est pas un tableau, c'est pas quelque chose qui n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'un tableau, tu peux y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, si tu veux, une nuit. Mais là, ce que je propose, j'ai l'impression en tout cas, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée. Et voilà, où le spectateur regarde cette chose-là, et que moi, je maîtrise. Donc, comme si j'étais un démiurge, quoi, à maîtriser cette chose-là. Et aussi, ce qui apparaît maintenant, c'est que j'ai envie qu'il puisse aussi, lui, prendre le contrôle de l'installation, de l'objet qui lui est proposé. Voilà, j'ai envie des deux. Enfin, j'ai envie, enfin, en tout cas, voilà, ça se présente comme ça. Dans le labyrinthe, il se promenait dedans, après il était spectateur. Dans l'autre installation, il était... je l'invitais à voler, donc il se mettait sur une banquette et puis il mimait un vol. Et à la fin, il était reprojeté sur un nuage de brume. Et d'ailleurs, les enfants étaient hyper réactifs à ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on leur proposait, avant même de rentrer dans l'installation, quand je leur ai proposé la chose, ben voilà, vous allez voler, je vais vous enregistrer en train de voler, et puis après vous allez vous voir voler sur un nuage. Et avant même de rentrer dans l'installation et de la voir, ils étaient hyper excités, et rien que l'idée déjà les faisait rêver et les emporter plus loin que le résultat final, je crois. Et après, voilà, est-ce que... enfin, j'étais déjà en fait satisfait de ça, de me dire, bah voilà, même si la chose, je l'ai ratée, même si ça n'évoque pas grand-chose au final, ben, au moins l'idée que s'en sont fait les enfants les a fait rêver et les a emmenés quelque part. Et voilà, et je crois que si j'arrivais à faire ça tout le temps, ça serait extraordinaire. Enfin, que l'idée même de la chose permette de rêver. Mais en fait, voilà, ça c'est un exemple, mais je suis pas sûr que ça soit tout le temps aussi simple. Mais si j'avais en fait à dire ce que j'aimerais faire, enfin, où je voulais aller, ça serait ça, de laisser une liberté au spectateur, tout en lui indiquant une direction. Comme là, Icare, c'était ça, c'était 3 directions, enfin 3 fils, et en laissant complètement libre ensuite de l'interpréter chacun à sa façon. Et aussi, c'est 3 installations complètement surréalistes. Enfin, si j'avais pas dit au départ que c'était Icare et ces 3 mouvements, ça aurait été peut-être difficile de les cerner et de les voir. Et en fait, je crois que... En fait, ce qui m'intéresse aussi, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est d'expliquer, mais enfin, en tout cas, de ne pas prendre le spectateur pour un imbécile, c'est-à-dire de tout lui montrer et lui expliquer, et de rendre les choses palpables. En fait, je me suis beaucoup interrogé sur le son. Et le son, c'est difficilement palpable. Et je cherche toujours un moyen d'expliquer le son, qu'est-ce que le son, et comment le transformer. Donc avec la bande magnétique, il y avait quelque chose d'assez palpable. Le tourne-disque aussi, il y a des micro-sillons.
Mais j'ai fait beaucoup de sons pour le spectacle, et puis j'en fais toujours beaucoup. Et j'essaye toujours de me poser cette... Enfin, que le son que je mets par exemple dans un spectacle, ne vienne pas de n'importe où, que ça soit pas un truc qui n'a rien à voir, que les gens aient une connaissance de ce qu'ils entendent, qui sachent d'où ça vient, de comment c'est fait. Et dans mes installations, j'essaye ça, de rendre palpables les choses et compréhensibles. Et ce que j'aimerais bien, enfin ce que j'essaye de faire, c'est que ces choses-là qui sont complètement compréhensibles, comme en fait un magicien qui a des cartes et il te montre les cartes, tout est devant toi, mais sauf que lui il triche, enfin il a un truc quoi, il triche quoi. À la fin, voilà, clac, il t'a fait un tour de magie, t'y crois pas. Là, mais c'est pas tout à fait ça, j'essaye quand même de montrer les cartes, et aussi de montrer comment les cartes je les tourne. Et là, il n'y a pas de triche. Tu vois, ah bah ouais, il a tourné là, et puis effectivement, il y a deux rois de cœur. Ben ouais, c'est extraordinaire, il y a deux rois de cœur. Bah ouais, parce qu'il y avait deux rois de cœur avant. Enfin, ah bah ouais, enfin. Voilà, de montrer le processus de création, et d'inclure le spectateur dans le processus de création. En fait, je crois que je parle beaucoup du spectateur. Parce que ouais, c'est une de mes... Quand je fais quelque chose, je le fais beaucoup en pensant comment ça va être reçu. Enfin, d'autres fois, pas du tout. Mais au départ, c'est assez autiste quand même comme démarche. Par exemple, pour le début de synesthésie, en fait, c'était que j'avais des sacs plastiques et je passais beaucoup de temps à écouter un sac plastique près de mon oreille. Et j'avais deux sacs comme ça et j'arrivais à créer une mer comme ça, un océan en tempête. Enfin, et je trouvais ça extraordinaire. Alors après, je me suis dit, bah voilà, ça, faudrait que je vais essayer de le faire sentir. Alors, j'enregistrais avec un micro, un sac plastique. Et après, tac, je faisais une boucle avec ça. Et après, j'essayais d'enregistrer l'autre sac plastique. Et je faisais une autre boucle. Puis après, je mélangeais les deux. Et ça, en fait, ça illustre assez bien ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire que, bah voilà, je montre ce que je fais. C'est simple. Voilà, c'est juste ce son-là. Et après, c'est ce son-là. Et ceux-là, je les mets ensemble. Voilà. Et ça fait ce son de mer. Et après, je le mets fort, ça devient la tempête. Je le mets moins fort, ça devient autre chose. Ça devient un petit vent, ça devient... Et puis après, bon, je peux tricher un petit peu. Je vais jouer sur les aigus, les graves. Je vais le distordre. Mais après, voilà, ça c'est ma cuisine, c'est mes épices que je mets dedans. Et ça, j'ai essayé de le montrer aussi, vraiment par l'image, c'est-à-dire d'enregistrer vraiment en même temps, tant qu'à faire, bah voilà, vous avez juste le son, bon bah je vais vous mettre l'image aussi. Donc j'enregistre aussi l'image de ce mouvement-là, et avec le son. Et puis là, pareil, j'enregistre l'image et le son de ce sac. Et puis ça, c'est ce que j'ai fait là, et ben là je le mets sur un écran là, et là je le mets sur un écran là. Et en même temps, ce qu'on entend ici et ce qu'on entend là, bah là je le mets sur un haut-parleur là, et là je le mets sur un haut-parleur. Donc voilà, là c'est, vous voyez vraiment, je l'ai fait à l'instant, et clac, c'est ici. Et puis là, maintenant je vais faire autre chose, je vais prendre un carton, et puis je vais taper un petit peu sur le carton, ou je vais le faire grincer, et puis ça je vais le mettre à côté derrière. Et voilà, vous voyez, si on fait ça, et ben ça fait ça. Et donc du coup, ça prend une forme... Enfin, ça crée un univers, quoi. Ça crée quelque chose que, au départ, je ne m'attendais pas
à créer. Mais au départ, c'est sur un besoin de... peut-être d'explication, de dire voilà comment je fais comme ça. Et puis après, je me dis ah ouais, mais c'est... Ah ouais, en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ça amène ailleurs, ça ouvre un autre monde, ça... Enfin, un autre monde. Ça... Enfin, moi, ça me parle. Je vois ça et c'est pas... Effectivement, ouais, j'entends ces choses-là et ça m'évoque encore d'autres choses. Alors après, je vais rajouter... et je vais rajouter une autre matière. Ah ouais, ça raconte encore un autre truc. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, mais moi, j'ai juste deux mains, je peux pas tout faire, quoi. Enfin, je peux pas en même temps mixer, enregistrer, etc. Donc je me suis fabriqué une machine. Je me suis dit, bah voilà, maintenant, il faudrait que j'ai une machine pour faire à la place de moi. Donc je me suis fait un petit bras articulé, j'ai attaché le sac dessus, et puis je commande le bras articulé de mon ordi. Donc voilà, le bras, il fait le mouvement tout seul. Waouh, c'est cool, il fait le mouvement. Puis paf, je peux l'enregistrer. Et comme ça, en même temps, je peux faire d'autres choses. Et ça crée encore autre chose, quoi. Voilà, ce bras articulé qui soulève ce sac, du coup, ça me raconte une autre chose. Et ça me donne une autre liberté. Et maintenant, j'ai envie d'avoir 10 bras. Voilà, c'est complètement empirique. Mais ça aussi, voilà, c'est parce que aussi je suis seul dans ce que je fais. Et aussi maintenant, j'ai envie de m'entourer de gens qui rentrent dans mon histoire. Voilà, quand j'ai fait Icar In Situ ici, j'étais avec Dada, mon collègue, qui lui donc m'aidait à la construction de tout ça. Et j'ai passé 3 semaines extraordinaires avec lui à construire la chose. Parce qu'en fait, je crois que j'ai besoin, quand je fais quelque chose comme ça, de faire, c'est-à-dire d'être dans l'action plus que dans la réflexion. Et d'avoir en fait d'avoir la satisfaction du travail accompli. C'est-à-dire à la fin de la journée de me dire j'ai travaillé, enfin, j'ai fait quelque chose. Et je crois que ça vient voilà, de par mon éducation. Voilà, mon père qui était maçon, son père qui était maçon. Des gens qui travaillent quoi, avec leurs mains et qui gagnent leur pain par la sueur. Et moi, je crois que j'ai toujours eu cette mauvaise conscience, enfin, entre guillemets, pas tout à fait, de me dire, ah ouais, je fais un métier dans lequel c'est pas tout le temps la sueur de mon front que je gagne mon argent, enfin, que je fais vivre ma famille, c'est pas tout à fait comme ça. Et je suis assez content en fait quand mon corps en fait rentre dans ce processus. Et voilà, c'est pour dire que voilà, avec Dada, on a passé 15 jours, 3 semaines ici à construire ce labyrinthe, ces installations, et que cet échange humain apporte autre chose. Et je crois que c'est aussi vers là que j'ai envie d'aller, c'est de partager l'expérience avec d'autres personnes avant de le montrer. Confronter les idées et être dans le faire avec d'autres. Vivre une aventure. Et donc je viens d'expliquer aussi un peu pourquoi le faire, mais aussi le partager avec des gens, c'est aussi pour... Enfin, c'est pas pour, c'est aussi par rapport à mon histoire, je crois. Donc mon père qui était maçon aussi. Ah, j'ai parlé de ma famille, j'ai parlé de mon père. En même temps, il était passionné par tous les arts et il a été metteur en scène.
il a créé des spectacles, des aventures humaines extraordinaires. Que moi j'ai vécu depuis que je suis tout petit. Des aventures de théâtre où il a créé 2 théâtres, un théâtre de verdure, en pleine nature, au bord de l'eau, au bord d'un lac, et contre une falaise. Et avec une centaine de personnes, ils sont venus, ils ont débroussaillé, ils ont cassé la roche, ils ont construit un gradin de 600 places. Enfin, un truc complètement dingue. Enfin, et moi, ça restera toujours pour moi une chose fabuleuse et utopique et qui est devenue réalité, où ces gens se sont mobilisés ensemble pour créer ce lieu de rêverie. Et ensuite, il a créé des spectacles dans ce lieu-là, avec les gens du village et d'ailleurs. Et moi, j'étais par défaut, j'étais dans ces aventures-là, et tant mieux. Et c'était vraiment des aventures humaines incroyables que je crois que j'essaye de revivre. Enfin, c'est quelque chose après lesquels j'essaye de. Je cours. Par exemple, avec le chapiteau, les histoires avec le centre dramatique, Clairlane, l'Arcueil, j'ai ressenti ces aventures humaines qui mélangent le travail physique, c'est-à-dire de monter le chapiteau avec des gens que tu connais pas, qui viennent et qui t'aident, et où tu partages vraiment de la sueur, un repas et une aventure pour monter un lieu de rêverie dans lequel les gens vont venir après, et là où là moi je vais me mettre à ma console et je vais sortir les gants blancs, quoi. Enfin, et là je vais essayer de faire ressentir des choses, enfin, voilà, d'envoyer des sons que j'aurais fait au préalable, ou voilà, de suivre les acteurs, une histoire, d'être dans toute autre chose, dans un autre monde. Mais juste avant, on était, on vidait les camions. Et puis après, quand on aura fini ça, bah voilà, on va tout démonter ensemble et puis recharger les camions et repartir ailleurs. Voilà, ça me fait rêver, mais enfin, c'est loin de ce que je fais, mais je crois que je rêve de ça, de créer un art, une œuvre où je puisse vivre ces choses-là et les faire vivre. Enfin, mais pour le moment, c'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Pour le moment, je commence petit, à 2, tout seul, 2, peut-être plus après. Voilà, donc j'ai parlé de mes projets, enfin de ce que j'avais fait, des choses que j'ai fait. Et je crois que j'ai plus de choses dans la tête que j'ai pas fait que j'ai fait. Et voilà, j'espère voilà, continuer à rêver. Mais bon, je sais pas. S'il faut parler de pourquoi aussi. Pourquoi besoin de bidouilles comme ça, de passer par la technologie, alors que en fait tout pourrait. J'aurais pu juste jouer la comédie, juste parce que c'est ça en fait, avec mon père dans les spectacles je jouais, donc c'était super. J'incarnais des rôles exceptionnels que j'aurais jamais pu, enfin que j'ai jamais eu l'occasion après de réincarner. Donc j'aurais pu continuer dans cette voie-là, pourquoi pas. Et je l'ai pas fait, je crois que j'y ai pas cru, et aussi parce que je devais pas être très doué pour ça. Mais par contre, je crois que j'ai essayé de rattraper cette chose-là, de me dire, bah, je suis pas fait pour faire l'acteur, mais peut-être je peux faire autre chose. Et la technologie, je pense, ça a été pour moi
chose pour compenser cette chose-là par rapport à ça, à l'acteur, au dialogue aussi. Parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et je suis très mal à l'aise avec le langage. Enfin, je dis pas beaucoup et je crois que je prends ce biais-là de la technologie pour dire à ma place, enfin de la technologie, je dis, mais de la chose que je fais en fait avec. Mais c'est aussi à bien y réfléchir, pour en revenir à l'histoire familiale. Mon grand-père, qui était électronicien, et donc il me faisait rêver aussi. Je me souviens passer des journées dans son atelier, où il y avait plein de choses au mur, des câbles, des petites boîtes avec plein de petites vis, plein de résistances, plein de trucs. Bon, je n'avais pas le droit d'y toucher, il fallait que je fasse attention. Mais j'étais là, waouh, c'est un monde pour moi qui s'ouvrait. Et il savait tout faire. Je m'étais dit, mais mon grand-père, il aurait pu inventer l'électricité. Je me souviens, il tondait sa pelouse avec un moteur de machine à laver. Et puis, il réparait tout, avec une ingéniosité à chaque fois. Et il nous racontait aussi, quand j'étais petit, comment, pendant la guerre, il était tout jeune, il avait peut-être dans les 20 ans, et il s'occupait de la réception des armes, du parachutage des armes. Et donc, ils avaient des codes, ils avaient des terrains qui avaient chacun un nom, et il y en avait un qui s'appelait Escargot, l'autre qui s'appelait je sais plus comment, Beaujolais ou je sais plus quoi. Et ils écoutaient Radio Londres, et puis ils recevaient leurs informations. Ah là, il va y avoir un parachutage sur Escargot. Enfin, il disait pas comme ça, mais il citait Escargot, il disait quelque chose. Et donc il allait avec ses potes en pleine nuit chercher les armes. Et je sais plus, mais c'était énorme, c'était des tonnes d'armes qui tombaient du ciel et qu'il allait chercher. Et moi, ça me fascinait, quoi. Quel courage et ingéniosité aussi. Et après, comment il faisait pour aller faire sauter les lignes chemin de fer, se cacher dans le maquis. Voilà, et en fait, ça m'a donné, ça m'a fait rêver tout simplement, et aussi donner envie de fabriquer des choses, de se débrouiller avec rien, d'inventer. Et je me souviens, quand j'étais dans son atelier, j'avais une envie, c'était de devenir inventeur. Mais ça, c'était voilà, une chose de gamin, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et je crois que je pensais ça, être inventeur. J'ai rien inventé, mais... Et donc il m'expliquait aussi, voilà, les relais, comment ça fonctionnait. Je disais, mais Pépé, je sais pas quoi faire là, apprends-moi, j'aimerais bien... Alors déjà, il me montre comment allumer une ampoule, voilà, ça c'était super. Avec une pile, paf, t'allumes une ampoule. Et après, il est passé à un autre stade, les relais. Alors voilà, tu mets l'électricité là, tac, et ben ça va ouvrir un relais, et puis tu l'enlèves, et puis clac, ça va le fermer. Donc du coup, ça déporte les choses et ça agrandit. C'est après que j'ai compris que cette chose toute bête du relais on-off, et ben ça correspond à 0-1, et qui est en fait le langage informatique. Enfin, le B à bas, sauf que lui, ben voilà, l'informatique, il n'a pas vraiment connu. Ça le dépassait, ça. Enfin bon, bref. Donc voilà.
son quotidien. C'était tout bête comme journal, voilà, et il expliquait, voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc quand il était dans des camps, il expliquait ce qu'il mangeait, comment il vivait, les histoires avec ses copains, et puis aussi il s'est évadé, et comment il s'était évadé, et toute l'histoire, il était avec un collègue, et une personne qu'il n'avait pas choisie, hein, qui était son compagnon d'infortune, et il explique comment ils ont réussi à s'enfuir, et après toute la cavale, et en essayant d'éviter les Allemands, et après comment ils se sont fait attraper par les Allemands, au bout de, je sais pas, quelques jours, quoi. Et il explique comment, enfin voilà, ils avaient eu un dilemme de comment ils avaient un choix, genre un carrefour, voilà, on prend à gauche ou à droite, quoi. Enfin, c'était pas tout à fait ça, c'était genre on sort à découvert maintenant, ou on attend la nuit, une chose comme ça. Et donc lui, il explique que bah voilà, lui, il était prêt à attendre la nuit, et sauf que son collègue, bah, lui, disait non, il faut sortir maintenant, et ils sont sortis, donc il l'a suivi, et puis ils se sont fait attraper. Enfin, ils ont commencé à tirer, et lui, il a réussi à se planquer ou je sais pas quoi, et puis son copain s'est fait descendre. Et puis ben, ils sont arrivés, et lui, il était encore vivant, donc voilà, il a levé les mains et il s'est fait attraper. Et voilà, si ce jour-là, il s'était fait descendre, je serais pas là. Et ça, il l'écrit dans un livre, tu vois, son écriture, euh, c'est... Et puis après, il va te parler de quand il était dans les camps, les poux par exemple, un thème sur les poux, sur la salissure, sur je sais pas quoi, sur les travaux, sur le lit, sur les jeux, sur les chansons. Voilà, et c'était un arrière-grand-père que j'ai jamais connu, mais qui était extraordinaire. Euh, on me dit qu'il a jamais été à l'école, mais enfin que jusqu'au, je sais pas, le minimum, mais il avait appris dans les camps à parler russe. Et donc du coup, il aidait plein de gens qui ne savaient pas écrire le russe. Donc il les aidait dans leur correspondance à écrire à leur famille. Qu'il avait appris la philosophie aussi. Enfin voilà, un grand-père assez atypique, un arrière-grand-père, mais je ne l'ai pas connu. Mais j'ai ses cahiers, j'ai ses carnets, et je m'en suis inspiré aussi. Enfin, je les ai lus avant de faire Icar. Je trouve ça ouais, très fort, quoi. De lire ça, de lire cet arrière-grand-père que j'ai pas connu, et qui a écrit, pas tous les jours de sa vie, mais au moins une période, sur ce qu'il vivait, et d'une simplicité, sans mettre, sans mettre de l'émotion à toutes les pages, enfin sans essayer de prouver ou je sais pas quoi, enfin, juste en rapportant les faits tels quels, et en tout cas témoigner de ce qu'il avait vécu. Et puis en plus, ils avaient une langue à cette époque super belle. Et voilà, je les ai encore, ces carnets. J'en avais fait des photocopies, et avec mon ami, on se les lisait tous les matins, on lisait quelques pages.
crois que c'est tout. Hein.